Bon mes amis, l'heure est grave, le mensonge a encore frappé et la vérité a de nouveau été bafouée. Alors oui, il est vrai que de nos jours, il est tentant de prendre une information et de ne jamais la remettre en question. Mais dans ce monde où la connaissance est à la portée de tous, la vérité se fait de plus en plus rare. Alors oui, je suis d'accord avec vous, parfois la vérité n'est pas forcément ce que l'on recherche et il y a des jours où on préfère rester dans le confort de nos certitudes. Mais aujourd'hui n'est pas un de ces jours. C'est pour ça que je vais t'offrir deux possibilités. Soit tu prends le dragibus rouge, la vidéo s'arrête ici pour toi et aucune de tes certitudes, vraies comme fausses, ne seront remises en question, mais tu continueras à vivre dans l'ignorance et le mensonge, ou alors tu prends le dragibus bleu et on embarque ensemble vers le chemin de la vérité. Où le doute, la remise en question, mais surtout la connaissance t'accompagneront et t'ouvriront les yeux à tout jamais. Réfléchis bien, car ce choix est irréversible. Bon, si t'es toujours là, c'est que j'imagine que t'es prêt à croire tout ce que je dis sur parole, alors c'est parti, première idée reçue. Le mont Everest est la montagne la plus grande du monde. C'est faux. Ah bah on t'avait prévenu, tu vas être déstabilisé, mais t'inquiète pas, on a des explications pour tout ce qu'on te raconte. Alors dans le cas du mont Everest, si on se base sur le niveau de la mer, considéré comme le point zéro de l'altitude, il est bel et bien, avec ses 8848 mètres d'altitude, le plus haut sommet du monde. En gros, c'est celui qui a la plus grande distance entre le niveau de la mer et son sommet. Cependant, si on change les critères qui désignent la montagne la plus haute du monde, eh ben il existe deux montagnes qui battent l'Everest. Commençons par le plus simple à expliquer, le Mauna Kea, un volcan situé sur l'île d'Hawaï. Ce dernier s'élève seulement à 4207 mètres d'altitude, soit 2 fois moins que le mont Everest. Mais ça, c'est uniquement si on se base sur le niveau de la mer, car en réalité, sous la mer, le Mauna Kea mesure 6000 mètres de plus, ce qui lui fait un total de 10 210 mètres, ce qui fait du Mauna Kea la plus grande montagne du monde si on parle en termes de taille pure et dure, la taille quoi. Maintenant, pour le deuxième concurrent, le Chimborazo situé en Équateur, c'est encore un autre délire. En gros, lui, par rapport au niveau de la mer, il mesure 6263 mètres, donc environ 2500 mètres de moins que l'Everest. Et spoiler, il n'y a aucune partie qui se cache sous la mer ni nulle part d'autre ailleurs. Donc là, je suis en train de vous dire, attention, que le mont Chimborazo est plus haut que le mont Everest, alors qu'il est plus petit. Mais comment est-ce possible, me direz-vous? Eh bien en fait c'est très simple, la Terre n'est pas parfaitement ronde, et donc le niveau de la mer dans certains endroits est naturellement plus bas ou naturellement plus haut. Cependant, quand on parle d'altitude, on se base toujours sur le niveau de la mer sans prendre en compte le fait qu'elle soit parfois plus haute ou parfois plus basse. Le niveau de la mer reste le point zéro, peu importe sa hauteur de base. Donc le Chimborazo, qui repose dans une zone du monde où la mer est naturellement plus haute, se situe plus proche du soleil que l'Everest, qui lui est plus grand mais se situe dans une zone du monde où la mer est plus basse. Les boissons chaudes vous réchauffent quand il fait froid. C'est faux. Alors oui, je te vois venir avec ton petit chocolat chaud bien enroulé dans ton plaid, te disant que cette boisson te réchauffe parfaitement dans les dures soirées d'hiver. Mais sache que tout cela n'est qu'un plaisir éphémère et qu'en réalité, c'est plutôt contre-productif, mon ami. En réalité, lorsque ton chocolat chaud entre en contact avec ta langue, celle-ci alerte immédiatement le cerveau en mode « dis donc, là c'est le Sahara dans la bouche ou quoi ?» Suite à ce transfert d'informations, le cerveau va réagir et ajuster votre température corporelle. Vous allez donc commencer à transpirer, histoire de refroidir votre corps. Ce qui est, je le rappelle, l'inverse de l'effet recherché de base. C'est d'ailleurs pour les mêmes raisons que quand il fait très chaud et que vous souhaitez vous rafraîchir, en réalité, les boissons chaudes sont plus efficaces sur le long terme qu'un coca bien frais chacal. En vous faisant transpirer, elles baissent la température de votre corps et vous permet de mieux gérer la chaleur. Par contre, attention, transpirer, ça vous déshydrate, donc voilà, il y a un juste milieu à choper quoi. Pour avoir de la barbe, il faut se raser tous les jours. C'est faux. Et pourtant, c'est ce que mes parents m'ont dit pendant toute mon adolescence. Mais je leur en veux pas, car c'est aussi ce que leurs parents leur ont dit pendant toute leur adolescence. Ce mensonge se transmet de génération en génération par les lobbies des rasoirs afin de vendre un maximum de lames. Allô ? Quoi? Comment ça, c'est pas vous? Attends, je comprends pas. Attends, c'est Gillette à l'appareil, il me dit qu'ils ont rien à voir avec ça. Bref, comme je vous disais, vous raser tous les jours n'aura aucun impact sur la pousse de votre barbe, car en réalité, quand tu te rases, tu ne coupes que la partie visible du poil, et en aucun cas tu n'interagis avec la racine. Et si, durant notre adolescence, on a quand même l'impression que, écoute, regarde là, ça pousse un peu, hier il y avait pas de poils, là il y en a deux maintenant. Eh bien, en réalité, c'est juste la puberté qui fait son travail. Ta barbe commence à pousser à cette période, et que tu te rases ou non, elle continuera à pousser. Du moins si cette dernière était destinée à pousser. Parce que dans cette histoire, les imberbes, ça fait belle lurette qu'ils ont compris que se raser tous les jours, ça n'allait rien changer. Force à vous. Brûler un billet de banque est illégal. C'est faux. Et si tu croyais cette idée reçue, tu es juste en retard de 30 ans, car depuis 1994, c'est devenu totalement légal. Donc si l'envie te prend d'aller retirer toutes tes économies et de faire le barbecue le plus cher de l'histoire, tu es dans ton bon droit.
Vas-y, fais-toi plaisir. Par contre, lorsque Serge Gainsbourg brûlait un billet de 500 francs en direct à la télévision, ce qui est probablement l'image la plus connue en France de quelqu'un qui crame un billet, on était en 1984. Donc à ce moment-là, c'était parfaitement illégal. Du coup, y a de fortes chances que dans notre inconscient, on soit resté bloqué sur le côté illégal du geste. Une année humaine correspond à 7 ans pour un chien. C'est faux. Alors si on calcule de cette manière, c'est pour essayer de convertir les années de vie d'un chien en années humaines, histoire de rationaliser et de pouvoir se mettre à sa place. Est-ce que je dois traiter Laika comme un enfant ou comme un senior? Je veux savoir. Cependant, ce système ne correspond pas du tout à la façon dont vieillit un chien, et un système de calcul beaucoup plus précis a été mis en place. Déjà, on estime que lors de sa première année, un chien vieillit l'équivalent de 18 années. Oui, je sais, c'est beaucoup, mais t'inquiète, ça ralentit très vite. Ça concerne que la première année, parce que le vieillissement d'un chien, contrairement à celui d'un humain, n'est pas linéaire. La deuxième année du chien, par exemple, est l'équivalent de 6 années humaines, et ensuite, chaque année qui suivra sera l'équivalent de 4 années humaines. Cependant, contrairement aux êtres humains, il existe énormément de races de chiens différentes, donc même ce système reste tout de même imprécis. Par exemple, grossièrement, un gros chien vivra beaucoup moins longtemps qu'un petit chien, mais il existe aussi d'autres variables. D'ailleurs, tant qu'on parle des chiens, voici une autre idée reçue. Les chiens ne voient pas les couleurs. C'est faux. Eh oui, le meilleur ami de l'homme voit aussi la vie en couleur. Cependant, il ne voit pas la vie en rose car sa vision est limitée au bleu, au jaune et à une magnifique nuance de gris. Cette particularité s'explique par la structure de l'œil du chien qui est différente de celle d'un humain. Pour faire simple, dans notre œil se trouve la rétine. Et cette rétine possède des cellules appelées cônes et bâtonnets qui sont des photorécepteurs responsables de la perception des couleurs. Les humains possèdent 3 types de cônes, mais les chiens n'en possèdent que 2, ce qui limite le nombre de couleurs qu'ils peuvent percevoir. Pour vous donner une idée, voici la palette de couleurs auxquelles les humains ont accès. Et ça, c'est tout ce que peut voir le chien en termes de couleurs. On peut apparenter ça à une forme de daltonisme, oui. Donc la prochaine fois que tu achèteras un petit jouet à ton petit chien, au lieu de te faire plaisir à toi-même avec un petit jouet rouge, pense à ce qu'il voit, lui. Fais pas ton bat. On n'utilise que 10% de notre cerveau. C'est faux. Bon, le cerveau est un organe tellement complexe qu'il est limite normal de créer tout un tas de mythes à son encontre, et le plus connu d'entre eux est certainement celui-ci. Cependant, le moment est venu de rétablir la vérité. Tout le monde utilise bien la totalité de son cerveau, que ce soit pour marcher, pour parler, pour penser, etc. Enfin, la totalité de ses neurones, qui ne représentent au final que 50% des cellules du cerveau. Les 50% restants étant des cellules dites gliales, qui servent à protéger, isoler et nourrir les neurones. Pour faire simple, 50% de ton cerveau te sert à effectuer les actions du quotidien et les 50% autres servent à les assister pour que tout se passe bien. De plus, quand une partie quelconque du cerveau est endommagée, il y a forcément des conséquences, que ce soit au niveau de ta motricité, de tes sens ou alors de ta mémoire. Ce qui ne serait pas le cas si certaines parties de ton cerveau étaient inactives ou inutilisées. En réalité, la confusion vient certainement du fait que toutes les zones du cerveau ne sont pas utilisées en même temps. Et ce pour une raison très simple, ça ne sert à rien d'activer la partie qui te sert à marcher si tu es assis sur les chiottes par exemple. En sachant que le cerveau consomme déjà à lui seul 20% de l'énergie produite par ton corps, imagine les conséquences s'il s'amusait à garder tout le temps tout activé pour aucune raison. Ça serait clairement contre-productif, tu devrais manger et dormir 2 fois plus pour éponger la consommation d'énergie. On avale des araignées quand on dort. C'est faux. Alors déjà, partons du principe que les araignées ne sont pas totalement teubées et qu'elles ont beaucoup plus peur de nous que nous avons peur d'elles. Donc à partir de là, pourquoi elles iraient mettre fin à leur jour en se jetant dans une cavité qui inspire et expire de l'air chaud de manière particulièrement hostile? C'est comme si moi j'allais me jeter dans un volcan, ça n'a aucun sens. De plus, une araignée est dotée d'une vision nocturne et est particulièrement sensible aux vibrations. Elle est donc capable de différencier si elle marche sur un coussin dénué de toute vie ou alors sur ta joue. Donc il y a même très peu de chances qu'elle se retrouve dans ta bouche sans faire exprès. Et admettons, l'araignée, elle a vécu pas mal de galères dans sa vie, elle est au bout du rouleau et elle a décidé de se terminer. C'est impossible, mais imagine, il y a de très fortes chances pour qu'une araignée qui se déplace sur votre visage, ça vous réveille. Car même si cette dernière est prête à en finir et a totalement perdu son instinct de survie, imagine, a priori, toi, tu as toujours le tien. Écorcher un grain de beauté peut provoquer le cancer. C'est faux. Cette idée reçue se base sur le fait qu'un grain de beauté puisse effectivement se transformer en cancer de la peau, en mélanome pour être plus précis, une sorte de tache sur la peau dont le grain de beauté peut être l'origine. Mais rassurez-vous, cela ne touche qu'un seul grain de beauté sur 100 000 et le fait de l'érafler, de l'écorcher, de le taillader n'influence en rien cette statistique. En gros, le destin d'un grain de beauté est plus ou moins scellé d'avance. Donc oui, un grain de beauté que tu as écorché pouvait peut-être être cancérigène, mais c'est pas parce que tu l'as écorché qu'il l'est devenu. Par contre, s'il se met à saigner tout
seul, là c'est plus problématique et je te conseille d'aller voir un dermatologue le plus rapidement possible. Les éléphants ont peur des souris. C'est faux. D'après cette idée reçue, l'éléphant aurait peur des souris ou des petits rongeurs en général parce qu'il pourrait se coincer dans sa trompe. Et on a tous l'image de l'éléphant fort et fier qui prendrait sa trompe à son cou à la vue d'une petite souris. Cependant, rien n'a jamais confirmé ce mythe et les éléphants n'ont même jamais montré un intérêt tout particulier pour les souris. Ce qui est vrai par contre, c'est que les éléphants ont une très mauvaise vue et donc ils n'aiment pas que des petits animaux rôdent autour d'eux en courant dans tous les sens. Mais ça s'apparente plus à de l'agacement qu'à de la peur. C'est comme quand toi t'as une mouche ou un moustique qui te tourne autour. C'est chiant, on peut le dire. De plus, l'idée qu'une petite souris puisse rentrer volontairement dans la trompe d'un éléphant est plutôt absurde, limite cartoonesque. Et si vraiment elle était amenée à le faire, l'éléphant il pourrait tout simplement l'expulser en tapant son meilleur home run. La petite souris s'envole vers d'autres cieux. Les bananes poussent dans les arbres. C'est faux. Et là, normalement, c'est le moment de la vidéo où tu te dis que j'ai totalement pété un câble et que par la même occasion, tu remets en question tout ce que j'ai dit auparavant. Mais détends-toi, c'est juste un abus de langage. La vérité n'est pas très éloignée du mensonge. Je ne vais pas non plus te dire que les bananes poussent dans l'espace. Non, en réalité, les bananes poussent bel et bien dans un bananier. C'est juste qu'un bananier n'est pas un arbre, mais une plante herbacée géante, au même titre que le palmier par exemple. Il existe plusieurs différences majeures entre les deux, comme le fait que contrairement à un arbre, un bananier peut faner à la manière d'une fleur. Et en plus qu'il ne possède pas de tronc, mais un stipe, une grosse tige bien dure pour simplifier. Et comme celle-ci peut atteindre entre 7 et 15 mètres, il peut être tentant de l'appeler arbre. Mais non, les mots ont un sens, alors respectons-le. C'est comme si j'appelais un loup un chien, c'est ni respectueux pour le loup, ni respectueux pour le chien, ni respectueux pour le bananier. On peut rester bloqué à force de loucher. C'est faux. Arrête de loucher, tu vas rester bloqué. Ça, c'est la phrase que tous les parents ont dit au moins une fois dans leur vie à leur enfant pour le traumatiser et qu'il arrête de faire cette tête. Cependant, même si lorsque nous louchons, nous utilisons tous les muscles de nos yeux, les muscles oculomoteurs, qui sont au nombre de 6, ces derniers ne peuvent pas rester bloqués. Une fois que vous relâchez la pression des muscles, tels des ressorts, ils se remettent automatiquement à leur place. Le pire qui puisse vous arriver, c'est une sensation de fatigue car vous avez trop contracté les muscles des yeux. Par contre, il arrive que chez certaines personnes, la place initiale des yeux ne soit pas conventionnelle. C'est ce qu'on appelle un strabisme, mais ça aussi, ça n'a rien à voir avec le fait de loucher. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à laisser un commentaire pour nous donner vos meilleures idées reçues peut-être. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Abonne-toi, 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 abonne-toi.